Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de bien-être, de mieux-être, de positif. Et en l'occurrence, vous allez voir, il y a un psychologue qui propose une technique qui se rapproche énormément de ce que vous pouvez faire dans des séances d'hypnose, de PNL, de sophro, de visualisation de façon générale. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de rebondir un peu dessus, même si pour l'instant, sa méthode, il l'a pas vraiment rendue très scientifique, sachant qu'il a pris très très peu de personnes pour son étude. Bref, s'imprégner du positif, une méthode simple pour contrer le biais de négativité de votre cerveau. Je trouve l'idée intéressante, ça va recouper un petit peu tout ce qui est associé au small talk. Les points à retenir, la méthode HEAL du psychologue Rick Hanson encourage les gens à s'attarder sur les expériences positives pour compenser le biais de négativité du cerveau. Globalement, vous allez visualiser, ressentir, percevoir, développer, maintenir la sensation, sachant que on se rend bien compte que un état passe très très vite, donc on peut décider de saisir davantage l'état. D'ailleurs, ce qui est assez curieux, mais c'est toujours lié au biais de négativité, on va avoir plus tendance à pouvoir revenir sur des éléments négatifs que sur des choses positives. Elle repose sur l'idée que les habitudes mentales répétées peuvent façonner le cerveau au fil du temps grâce à la neuroplasticité, les patterns. Bien que la science reste préliminaire, la méthode est un outil sûr et accessible qui pourrait prolonger la durée de vie des bons moments. Imaginez-vous allongé dans un hamac sur une plage ensoleillée, les palmiers bercés par la brise, la turquoise éclatante de la mer à peine estompée par vos lunettes de soleil. Vous jetez un coup d'œil sur la plage, pas une âme en vue, c'est le premier jour de vos vacances et tout votre corps est si détendu, vous pourriez vous fondre dans le sable et être emporté par le large. Vous prenez une gorgée de votre pina colada et vous vous imprégnez du tout. Soudain, une voix vous murmure à l'oreille, non, vraiment, imprégnez-vous. Bon, là, on pourrait limite avoir un début de session de relaxation ou d'hypnose, ça on connaît bien. Cette voix intérieure, elle fait écho à une idée simple, mais souvent négligée. Les bonnes expériences ne perdurent pas toujours, à moins que nous fassions l'effort de les laisser s'installer. Okay. Donc on a cette notion à nouveau qui pour nous est intéressante dans un petit peu ce que je vous partage régulièrement, l'importance de l'effort. C'est le postulat du Hardwiring Happiness, un livre du psychologue Hanson qui explore comment s'attarder consciemment sur les moments positifs peut aider à contrebalancer le biais de négativité inhérent au cerveau. Ce biais a peut-être joué un rôle évolutif utile il y a longtemps, lorsque notre survie était plus souvent en jeu, mais dans le contexte relativement stable du XXIe siècle, il nous enferme souvent dans des cycles de rumination. Ça, c'est assez vrai, et vous le constatez, on a naturellement notre cerveau qui est orienté pour voir le négatif, pour se sortir éventuellement ou anticiper des problèmes qui peuvent se passer. L'approche de Hanson repose pas sur un optimisme forcé, elle repose sur la neuroplasticité, la capacité du cerveau à évoluer au fil du temps grâce à des expériences répétées. Ok, on crée des groupes de neurones, s'appuyant sur la théorie psychologique et les premières recherches suggérant que s'approprier délibérément le positif peut contribuer à développer la résilience et le bien-être émotionnel. Ok, donc on revient sur les notions d'attention et d'effort que l'on doit porter sur nos pensées, sur nos self-talk, sur tout ce qui est dialogue intérieur, etc. Et qu'à partir de là, on peut modifier un petit peu ou maintenir un ensemble d'éléments, un processus qui soit électrique, chimique et de pensée en nous. Okay. Donc il a appelé ça la méthode HEAL. Bonne expérience, enrichissez-le, absorbez-le, associez-le à des expériences positives ou négatives. Après, il crée des ancrages à la fin. D'accord ? Donc on est vraiment dans une expérience purement hypnotique. C'est amusant que comment tout revient tout le temps aux mêmes choses, c'est-à-dire visualisation, des ancrages, développer le positif, ses modalités, etc., etc. Bien que la méthode HEAL de Hanson s'appuie sur des concepts neuroscientifiques établis, elle demeure une approche clinique contemplative plutôt qu'une intervention scientifique rigoureuse. Dans une petite étude exploratoire utilisant des mesures d'auto-évaluation pré-post, Hanson et ses collègues ont évalué les effets de cette
interventions sur 21 sujets sains et ont constaté des améliorations statistiques auto-déclarées de paramètres tels que la savourabilité et l'autocompassion. Et ben, le jour où vous allez avoir une enquête sur la savourabilité, vous me le direz, hein, parce que ça c'est vraiment un type d'enquête qu'il faudrait faire davantage. L'autocompassion, ok. Cependant, la petite taille de l'échantillon et l'absence de groupe témoin, bon là, ils nous disent que c'est quand même pas super ok. Nombre de ces effets ont persisté après 2 mois. Changer d'avis, changer de cerveau. Peut-on réellement reprogrammer son cerveau de cette façon simplement en changeant d'avis? C'est le principe de la neuroplasticité, la capacité du cerveau à s'adapter et à se réorganiser en réponse à l'expérience. Les chercheurs l'étudient en combinant l'imagerie cérébrale et évaluation comportementale. Par exemple, si une personne est capable d'apprendre une nouvelle compétence plus rapidement après une intervention, les scientifiques peuvent corréler cela avec des changements d'activité cérébrale grâce à ce que l'on appelle l'IRMF, basé sur les tâches. Mais les détails de la relation de cause à effet sont loin d'être simples et les méthodes de recherche loin d'être parfaites. Et ça, on le sait, hein, c'est vraiment quelque chose qui en ce moment est étudié par certains groupes de chercheurs. Il n'y a pas de réponse absolue sur tout ça. On sait qu'on peut continuer à développer des réseaux synaptiques, des groupes de neurones, qu'il y a une réattribution des groupes de neurones. Il y a pas mal de choses qui sont intéressantes et possibles. La neuroplasticité peut faire énormément de choses, mais on sait qu'avec le temps et l'âge, et parfois le manque d'envie, d'énergie, ce qui arrive souvent avec l'âge, et d'efforts du coup qu'on doit avoir en utilisant cette énergie-là, au bout d'un moment ça se fige, c'est beaucoup moins plastique justement, et ça devient plus rigide. Bien qu'il existe de nombreuses preuves de l'influence de la neuroplasticité sur la santé et le bien-être, les sceptiques mettent en garde contre le matraquage médiatique autour de la neuroplasticité. La neuroplasticité positive elle-même n'a pas été corroborée neuroscientifiquement chez l'homme. D'accord? Donc cette notion-là qui est en train d'être proposée, c'est pas encore quelque chose qui est particulièrement mis en place. Mais là, on revient sur de l'empirique et pas du scientifique. Ça a été fait depuis des années dans tous les systèmes qui exploitent les trans. On peut même prendre aujourd'hui la TCC de 4e ou 5e génération. Il fonctionne énormément avec ça. Pourtant, affirme Hanson, nous avons fait beaucoup de progrès dans la compréhension de la relation entre l'esprit et le cerveau. À mesure que les sciences ont progressé au cours de ces 150 dernières années, avec l'étude du système nerveux, les corrélations sont devenues de mieux en mieux comprises et étroites entre l'activité mentale continue, entendre, voir, aimer, haïr, vouloir, se souvenir, et l'activité neuronale sous-jacente qui est leur base physique. Un certain nombre d'études d'imagerie cérébrale suggèrent que certaines pratiques mentales, telles que la méditation de pleine conscience, sont associées à des changements structurels et fonctionnels du cerveau. Bon, on a pu voir là sur Boudapil et puis sur certaines petites études qu'on avait déjà lues que c'est pas aussi flagrant que ça et qu'il faut quand même prendre en compte que c'est sur un certain nombre de personnes et pas tout le monde, quoi. Bref, faut toujours relativiser. On aime bien vendre un produit, une panacée, au lieu de dire c'est aussi un effort, ça fonctionne sur certaines personnes, c'est très bien pour des groupes, moins pour d'autres, etc. Bien que des questions subsistent quant à la causalité et les effets à long terme. Donc, c'est bien, au moins ils relativisent. Dans les années 60, les chercheurs ont commencé à utiliser le EEG pour étudier l'activité neuronale pendant la méditation. Dans les années 70, l'imagerie par résonance magnétique est arrivée. La décennie du cerveau dans les années 90, les scientifiques ont progressivement pu associer des expériences mentales spécifiques et des schémas distincts d'activité neuronale. Bon, ça, aujourd'hui, on a énormément de choses, notamment avec l'hypnose. Je vous en parlerai davantage avec les capsules que je vous ferai sur les retours de Spiegel, qui est vraiment une des grosses références là-dessus, et puis, de façon générale, ce qu'on peut trouver de façon intéressante dans la neuro et la science. Par exemple, une étude fondamentale des religieux priant à l'intérieur de l'appareil a montré que les centres de récompense de leur cerveau s'activaient de manière similaire à celle d'une personne consommant de la coke. Cette étude, elle est assez connue, elle est souvent remise en avant. Ça serait intéressant de revoir aujourd'hui avec tous les progrès qu'on a fait, parce que ça, je crois que c'est quelque chose qui a été fait dans les années 90 justement. Cela ne signifie pas que pour se connecter à la conscience du Christ, c'est la même chose que prendre de la coke, note Hanson. Mais il commençait à prouver les corrélats neuronaux sous-jacents.
Le nombre croissant de recherches démontre que la méditation, il aime bien la méditation, et d'autres pratiques contemplatives peuvent favoriser la neuroplasticité en encourageant le cerveau à former de nouvelles connexions et s'adapter au fil du temps. C'est ce que je vous disais, groupe neuronal, création ou réattribution et cheminement synaptique qui va faire que ça va être plus ou moins réellement ancré et pas seulement chimiquement ancré. Au milieu des années 2000, alors que Hanson et ses collègues commençaient à éplucher la littérature scientifique, ils se sont demandé s'il était possible d'inverser la tendance et d'exploiter la connaissance scientifique sur le cerveau pour appliquer une pratique contemplative clinique. Bon, c'est là où l'a créé Hill. Pourrait-il activer délibérément le cerveau pour induire certaines activités mentales qui entraîneraient des changements durables et à terme pourrions-nous utiliser notre cerveau pour stimuler et modifier notre cerveau au profit de notre esprit? Si tel est le cas, exploiter la science du cerveau permettrait d'adopter une hygiène mentale. Quand les gens réalisent que ces histoires de faits et de blabla aident réellement leur cerveau, ils sont beaucoup plus motivés, a-t-il déclaré. Et là, on arrive sur quelque chose qui est le principe de symbole. Et les symboliques sont extrêmement importantes. Il est important de prendre en compte que des symboles que vous avez, que ce soit dans la spiritualité, la religiosité ou même des effets que vous avez l'impression de certains systèmes qui sont pas reconnus scientifiquement, mais qui représentent pour vous un élément motivationnel ou un élément qui vous maintient dans des états qui sont positifs, sont des choses qui sont pas inintéressantes du tout, voire même qui devraient être développées par vous, parce que ça vous appartient, c'est vos symboliques, à partir du moment où ça crée des faits, des actions, des mouvements qui vous permettent d'avoir une vie qui est plus agréable et plus positive. Hanson souligne le rôle du système nerveux autonome, en particulier la manière dont les liens sociaux et les signaux de sécurité peuvent réguler à la baisse les réponses au stress. Ok, si je veux me calmer, il est important de toucher mon partenaire ou mon chien, car cet engagement social va se répercuter et calmer mon cœur. Les expériences positives, qu'il s'agisse de créer des liens sociaux, de se balancer doucement entre deux palmiers ou de méditer, peuvent stimuler les centres de récompense du cerveau. Mais selon Hanson, c'est lorsque nous prenons conscience du bien et que nous nous y attachons que les véritables bienfaits se font sentir. Ce qui nous ramène à cette notion où vous pouvez prendre plaisir aux petites choses de la vie, qui est pas toujours évident, mais là encore, c'est une démarche qui est très personnelle. Vous prenez votre café, votre chocolat, votre thé le matin, vous voyez un rayon de soleil qui vous fait plaisir, vous voyez votre animal de compagnie, ou vous voyez vos enfants, ou vous voyez votre conjoint, votre conjointe, vous allez vous acheter un petit croissant, vous passez un moment juste à la pause, à respirer profondément, à voir la nature autour de vous, et de le conscientiser, et de vous rendre compte que ça vous plaît, et vous rendre compte de tout ça. C'est vraiment cette notion de contemplation, mais aussi de prise de conscience, de satisfaction, de vouloir se satisfaire, et pas juste de regarder, d'observer et de consommer. Donc là, on revient vraiment sur des éléments très basiques que tout le monde peut mettre en place et qui effectivement peut améliorer le quotidien et nous permettre de nous fixer sur des choses qui sont aussi positives. Et c'est là où parfois votre symbolique, le sens que vous allez mettre aux choses, peut modifier énormément la façon dont vous allez apprendre la même journée, le même quotidien et les mêmes actions que vous mettez en place. Au cours de nombreuses décennies, la pratique clinique de méditation, Hanson affirme que combiner neurosciences et pratiques contemplatives l'a aidé à se sentir, bon ok, ça c'est son point de vue, quand vous vous couchez, êtes-vous un peu plus heureux, plus sage et plus aimant qu'au réveil? C'est à vous de décider. Voilà. Bon, c'est pas une revue littéraire, le truc, c'est Big Think, mais je trouvais que c'était intéressant parce qu'on retrouve quelque chose qu'on connaît, ça nous appuie sur le fait que c'est à nous de faire des efforts pour voir le positif, le nourrir, le développer, le maintenir, prendre ses petits kiffs, multiplier ses petits kiffs si possible, mais surtout leur donner une valeur importante et de la place dans le quotidien, plus que parfois notre automatisme à rester focalisé sur les trucs qui ne vont pas. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, n'importe quoi, ce qui est juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.